de Berthier. Et la foule. Premier triomphe en Formule 1. Les estrades tremblent où nous sommes. Incroyable, mais vrai. Bravo, Gilles Villeneuve. Bravo à tous ceux qui ont cru en toi. Bravo à tous ceux qui ont organisé ce Grand Prix. Voilà sa main. Son épouse Joanne, son père Séville, sa famille, ses enfants. C'est Gilles Villeneuve qui sort vainqueur au volant de sa Ferrari numéro 12. C'est la description. J'aimerais ça avoir les noms. Je sais pas si Philippe Lagu qui est en régie. C'est Pierre Proulx qui décrivait l'action à ce moment-là. Et puis, la victoire mémorable, un des grands moments de l'histoire du sport canadien. Puis, j'oserais dire de la Formule 1, la victoire de Gilles au Grand Prix du Canada en 1978. Et la Joanne, ben, elle est avec nous en studio. Bonsoir, Joanne. Bonsoir, ça va? Ça va très bien. Content de te revoir. Et tu es bien accompagné ce soir avec quelqu'un, d'ailleurs, qui va non seulement t'accompagner, mais animer avec toi dans un événement qui aura lieu un petit peu plus tard cet été. Vous allez nous en parler. Un souper causerie avec notre ami, le pilote, très sympathique. Vraiment une belle personnalité, Bertrand Godin. Bonsoir, Bert. Comment ça va? Merci, Mario. Ben, Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, je te remercie. Mais c'est vrai que tu as une super personnalité. T'as pas d'ennemis, toi. T'en as-tu fait en piste pendant que tu étais en course, un ou deux? On est amis jusqu'au premier virage, hein? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Exact. Juste d'entendre la description, Joanne, de cette victoire de 78, ça t'a replongé dans le moment? Oui, parce que c'était tellement inattendu. Ça faisait depuis le début de la saison que, presque, et puis un petit peu, puis presque, puis un petit peu. Et on arrive à Montréal et c'était la première course sur le circuit. Et c'était sa première victoire en Formule 1 et c'était sa première saison pleine. Et donc, c'était... au cinéma, on n'aurait pas pu écrire un script. Personne ne l'aurait cru. À Montréal, au Canada, la première fois qu'un pilote canadien gagne sur le sol canadien, sa première victoire. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de spécial quand on y repense encore aujourd'hui. Bertrand, comment t'avais vécu ça, toi, 78? C'est pas d'hier, ça ne nous rajeunit pas. Hey, j'avais 10 ans, j'étais dans la maison mobile avec mes parents, on écoutait le Grand Prix. Ça a été le Grand Prix le plus froid de l'histoire de la Formule 1 en plus. Donc, un pilote de motoneige qui remporte sa première victoire en Formule 1, c'était quelque chose. Écoute, moi, je me souviens, je tremblais. Quand Gilles Villeneuve là, a pris la tête là, suite au fait que Jarry est rentré dans les puits, je tremblais parce que j'avais peur que son moteur brise. J'avais peur qu'on n'aille pas jusqu'au bout. Et puis, en plus, on avait annoncé à la télé l'arrivée un tour trop tôt. Et là, ils se sont rendus compte de l'erreur. Donc, là, j'ai dit, ah non, pas encore un tour. Et quand ça s'est fini, là, je sautais comme un kangourou dans la maison. Ben écoute, t'as peur que le moteur saute. Gilles l'a eu aussi. Ah bon? Ah, je savais pas. Là, tout d'un coup, il se retrouve à la tête du Grand Prix et à chaque petit truc qui se disait « Ah, c'est-tu quelque chose qui passe? C'est-tu le moteur? C'est-tu... » Tu sais, tu te poses plein de questions à chaque petit bruit que tout d'un coup, tu entends. Et puis, il y a eu, il s'est dit, il faut que ça dure jusqu'à la fin. D'ailleurs, un extrait qu'on a puisé en fouillant, Mathis, en fouillant dans les archives disponibles sur YouTube et compagnie de Gilles et sa relation avec la mécanique, le bolide. Quand ça fait 2 ans que je conduis un F1 et quand ça en fait 7, je ne conduis pas de la même façon. Alors peut-être qu'éventuellement, je deviendrai peut-être un peu moins dur sur la mécanique, mais je ne veux pas le devenir moins dur au prix d'être moins vite. Je vais d'abord m'assurer de toujours être aussi rapide. Et si je peux être moins dur en même temps, mais peut-être. Mais c'est secondaire. Donc, à fabriquer des voitures plus solides. Ah, mais ça, c'est une réalité, parce que même la voiture de route, Ferrari, que Ferrari lui prêtait, il appelait Ferrari, il dit « Viens chercher ta voiture, c'est encore cassé. » Puis c'était lui qui cassait la voiture, et donc Ferrari disait aux mécaniciens, aux ingénieurs, « Ben là, vous voyez, il faut construire la voiture plus solide. » Intéressant, hein? Et il a été... mais il était conscient de ça qu'il a malmené, hein, Bertrand? Oui, bien, il était franc. Autant il était franc dans son pilotage, il était franc dans son langage, il ne gênait pas pour le dire. Quelle source d'inspiration il a été, et il a aidé énormément à sa façon Ferrari. As-tu connu Gilles, toi, Bertrand, directement? Tu as connu Jacques, tu as travaillé avec Jacques, son frère, mais je parle pas du fils de Joanne. J'ai tombé copain avec Jacques, le fils de Joanne.
En Atlantique? En dans le karting. temps? En karting. Ah J'allais oui? chercher avec mon Renault 5 à Berthier. Il allait passer du temps chez ses grands-parents, puis j'allais chercher avec ma remorque, puis on emmenait les karts à Saint-Hilaire, puis on allait pratiquer ensemble. Et puis, par la suite, j'ai travaillé pour Jacko en motoneige, qui a été l'école des Villeneuve, parce que Jacko... Mais comment t'as connu Jacques avant? Je pensais que c'était l'inverse. Je connaissais pas la chronologie on de était, tout ça. On était à Saner pour le championnat canadien. Et je partais en pôle. Donc, pas parce que j'ai été le plus rapide, parce que j'avais tiré au sort et donc, et puis, on s'était fait une bagarre sur la piste et on s'était échangé nos numéros de téléphone. Et c'est comme ça. Il est venu passer une fin de semaine à Waterloo, dans le canton de l'Est à l'époque. Donc, même je l'avais laissé sur le coin d'une rue parce qu'on avait fait une crevaison avec la remorque. J'ai dit, Jacques, tu restes sur le bord de la rue, tu surveilles la remorque, je vais aller chercher un pneu de rechange. Donc, des beaux souvenirs avec la famille. Et puis, Joanne, ben c'est une personne aussi qui m'a aidé à sa façon, parce que quand je suis allé en Europe, j'avais pas beaucoup d'argent. Et quand je suis allé faire le volant Elf au Paul Ricard, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas squatter à Monaco? Non. Fait qu'une amitié est née là, un peu. Oui. On a une amitié qui dure depuis plus de 30 ans. Et c'est une des belles amitiés que tu peux avoir dans la vie. Ça arrive encore aujourd'hui qu'on s'assoit devant la télé regarder un Grand Prix ensemble, où on fait nos propres commentaires. Ah oui, ça, il y a des discussions. C'est quoi regarder un Grand Prix avec Joanne? Quel œil a-t-elle sur une course? Elle a un œil impeccable. Elle est très observatrice. Et puis, elle est... Mais je pense qu'elle est allée à l'école des Villeneuve. Elle est allée avec Gilles. Elle a été tellement complice de Gilles. Donc, elle est capable de se mettre quand même dans la tête du pilote, malgré le fait que tu n'as pas beaucoup piloté. J'ai jamais piloté, mais pour voir ce qui se passe sur un circuit, si on a un bon instructeur, si on a un bon professeur, on arrive à voir les différences aussi. Un bon sens d'observation à partir de... avec un coaching, évidemment, d'élite. Là, absolument, oui. C'est clair. Et bon, de cette amitié naît maintenant un événement qui aura lieu, une conférence causerie qui aura lieu le 7 août prochain à Trois-Rivières. Et je devine que la date s'inscrit, ça rime avec le Grand Prix de Trois-Rivières. Là. J'ai pas regardé le dépliant ou le site, mais c'est sûr que c'est... Alors, en plein ça. Et comment est venue l'idée et à quoi ça va ressembler comme événement? Il y a deux choses. C'est que oui, l'idée est venue d'une certaine façon, mais j'aimerais quand même mentionner qu'on le fait à Trois-Rivières pour notre premier tour de roue. C'est là que l'aventure de la Formule 1 avec Gilles a commencé. Et donc, c'est juste un petit clin d'œil à Trois-Rivières pour ça, parce que c'est à partir du moment où il a gagné à Trois-Rivières devant James Hunt que l'aventure de la Formule 1 a commencé. Donc, c'est notre petit clin d'œil à nous. Et l'idée est venue justement parce que quand on s'assoit à regarder un Grand Prix ensemble, on a de vraies discussions. On n'est pas toujours d'accord. Et on a suffisamment l'esprit ouvert pour écouter l'autre et puis, de changer d'idée des fois. Puis on s'est dit, ça serait le fun de faire partager ça à un plus grand nombre parce qu'il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Lui a été pilote, moi j'ai été derrière le pilote ou à côté du pilote, tout dépend de comment on veut le voir. Et ce côté-là à côté du pilote, c'est aussi important que le pilotage. Et donc on s'est dit, c'est une belle expérience à faire partager au public. Oui, la complicité... ce qu'on veut aussi, c'est inspirer les gens à soutenir ceux qui ont une passion. Et Joanne a été vraiment un exemple parfait qui a suivi son mari dans ses désirs, dans ses choix, dans les sacrifices, que ce soit... j'en parle souvent parce que ça frappe l'imaginaire. Imaginez, votre mari rentre à la maison et dit, je viens de vendre la maison. Oui, on va rester. Pourquoi? Parce que je viens de m'acheter une voiture de course. Donc, c'est pas tout le monde qui est prêt à accepter ces choses-là. Et tu sais, moi, j'ai fait des sacrifices qui n'en a pas l'air, mais j'impliquais pas une famille, j'impliquais pas mon épouse à l'époque, j'étais célibataire. Donc, c'est beau de voir qu'elle a permis à Gilles de vivre son rêve,
Mais en même temps, à un moment donné, c'est devenu son cauchemar avec le décès de Gilles. Mm. Donc, il y a de très belles leçons à tirer. Et puis, certains disent, ah oui, on a tout dit, on a tout entendu. Ben non. À parler avec Joanne, j'apprends plein de choses qui est fascinant, justement, sur cette acceptation et sur le soutien qu'on doit apporter à ceux qui ont des rêves, des objectifs. Tu parlais des sentiments que tu éprouvais quand Gilles était à quelques tours de remporter le Grand Prix de Montréal en 1978. Puis au moment où tu décrivais les sentiments qui t'animaient, je revoyais la course du Grand Prix d'Australie, la première course en Formule 1 de Jacques, qui doit céder le passage à Devon Hill parce qu'il y a un petit peu de fumée qui s'échappe de son tuyau d'échappement. Je revoyais Erez, où on espère que la voiture va tenir. C'est quelque chose d'être engagé comme spectateur lointain à distance avec quelqu'un qu'on a le sentiment qu'il nous représente parce qu'il vient de chez nous dans un univers inaccessible. Hein? Il fait partie intégrale de notre... Bien, il fait partie aussi du rêve. Oui. Parce que, quand le pilote, lui, il vit sa passion, mais le spectateur vit le rêve de voir quelqu'un accéder à ce niveau-là de sport. Puis je pense que c'est ça, on vit, en tant que spectateur, c'est un rêve de voir un des nôtres y accéder, y arriver. Le rêve devenait réalité. Et quand Gilles a pris le drapeau à damier dans ses mains, le petit gars de 10 ans s'est dit que j'aimerais ça un jour vivre ça. Et 19 ans plus tard, à Montréal, première fois sur le circuit, on gagne la course devant 70 000 personnes. Jean-Yves Courcelles descend, me donne le drapeau. Je prends le drapeau, puis là, j'ai repensé au petit gars qui avait 10 ans qui s'était dit ça. Donc, il y a l'impact. T'as rêvé, puis... Oui, il faut rêver. Il faut regarder ceux qui réussissent et se dire, bon, OK, c'est possible d'y arriver. Hey, je comprends donc. Puis écoute, je revis les moments parce que j'étais à travers... Puis moi, tu sais, j'aime le sport quand je peux prendre pour quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est plus motivant. J'ai moins d'intérêt quand il n'y a pas quelqu'un qui nous représente ou bon, là, ne sont pas des grands résultats. Mon intérêt s'en ressent par rapport à la fin, même si j'ai un intérêt professionnel parce qu'on en parle. Mais on est avec Bertrand Godin, Joanne Villeneuve. Permettez-vous une petite pause, puis on va revenir quelques minutes ensemble pour compléter. Avec Joanne Villeneuve, Bertrand Godin qui se produiront dans un souper-conférence causerie le 7 août prochain en marge du Grand Prix de Trois-Rivières. Une vie à toute vitesse. Mais juste, je rebondis sur la manchette que Kevin nous rapporte le changement de date. Ça a été publié aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ça, 22 au 24 mai? C'est pas la première fois que le Grand Prix du Canada change de date dans le calendrier, mais on n'est pas trop rassuré. Mais on ne sait jamais quand il fera pas beau. Puis des fois, c'est en mai, des fois, c'est en juin. C'est une loterie. Là. Ici au Québec, c'est vraiment une loterie. On espère toujours. Mais bon, le mois de mai, depuis quelques années, le mois de mai n'est pas excessif. Mais on peut jamais se fier que ça va être la même affaire l'an prochain. Tu sais. Non, parce que c'est déjà arrivé il y a quoi, 3 ans ou 2 ans? 3 ans de ça à Montréal pendant le Grand Prix. Il faisait un froid. Il faisait un froid. Écoute, donc on ne peut jamais savoir. On peut jamais savoir. Ouais. Et depuis quelques années, fin septembre, c'est toujours beau. Que quand j'ai gagné, il neigeait. C'est bien pour dire. C'était en septembre à l'époque. C'était l'octobre. C'était, oui. Le 8. C'est bien pour dire. La conférence aura lieu à Trois-Rivières, puis vous avez établi la raison, une des raisons principales, parce que l'histoire, les portes de la F1 se sont ouvertes à Gilles après une performance légendaire. Tu sais, c'est le genre d'histoire que tu veux raconter aux autres générations. Je vous racontais pendant la pause que j'ai raconté ça à mes plus jeunes, à mon plus vieux, un après l'autre, puis avec des vidéos qui étaient disponibles sur YouTube. Puis, tu sais, racontez-les pour tous ceux qui ne l'ont pas entendu, la course de Formule Atlantique de Trois-Rivières contre des gars de la F1, dont James Hunt. La meilleure pour raconter ça, c'est Joanne. Elle l'a vécu. Oui, je l'ai vécu parce que je chronométrais en plus. Mais c'est vraiment une histoire où on se dit... Impossible, impossible. T'as James Hunt qui gagne le championnat du monde cette année-là, en 76, qui arrive à Trois-Rivières et dans la même équipe que Gilles. Ils avaient commandé une voiture toute neuve pour James. Donc, Gilles conduisait l'ancienne voiture, James la nouvelle. Donc, on se disait, bon, c'est sûr que, regarde, là, ça va être difficile. Et le hasard a fait que Gilles a été plus rapide tout le temps. Et on a vu cet homme avec une générosité et une humilité retourner en Angleterre, dire à son patron, qui était le patron de McLaren à l'époque, qui était Teddy Mayer, en lui disant « Ouais, je suis pas arrivé premier, mais celui-là est vraiment rapide, regarde-le. »
Le patron était surpris de savoir que James Hunt n'avait pas gagné la course. Ben oui, As-tu eu un problème mécanique, James, ou non? Je ne sais pas. Non, c'est ça. Parce qu'il gagnait le championnat du monde cette année-là. Donc, c'était pas... Mais Gilles avait-il en tête de la gagner, lui, cette course-là? Il trouvait-tu que c'était important ou c'était un show? Non. Gilles a toujours eu... C'est toujours important de gagner, point. Question inutile, question stupide, je vais le dire, dans le fond. Il y avait rien que ça en tête de gagner. Mais c'est sûr que quand il y avait tous ces gens d'Europe qui venaient, là, c'était un incentive, une envie... Un incitatif, une motivation. Incitatif, une motivation en plus, parce que là, tu te compares aux meilleurs qui sont là. Et donc, tu peux te comparer, tu peux voir ton niveau en tant que pilote. Et là, c'est sûr que quand tu gagnes en plus devant James Hunt, là, c'est le summum. Comment Enzo Ferrari... Comment Gilles est arrivé dans les pensées d'Enzo? Gilles avait été recruté chez McLaren pour faire 3 courses. Oui. Il a fait la course à Silverstone et Enzo regardait la course. Et quand il a vu Gilles courir, il dit, c'est qui ce petit bonhomme qui fait de la motoneige? Parce que la motoneige n'existait pas en Europe. Et il se posait plein de questions. Il a demandé à quelqu'un de retrouver qui c'était, ce qu'il avait fait. Et là, ça, c'est la beauté du geste, c'est qu'il a téléphoné à la maison, il a retrouvé le numéro de téléphone de la maison, il a téléphoné, j'ai décroché, puis là, c'est quelqu'un qui me dit, il y a M. Enzo Ferrari qui aimerait parler à Gilles Villeneuve. Puis là, moi, je me disais, ben oui, OK, oui, il y a quelqu'un. Il est dans un téléphone. Oui, c'est ça. Je dis à Gilles, je dis, viens, il y a quelqu'un qui te demande, mais je suis pas sûre, je pense que c'est une farce qu'on va te faire. Donc, c'était vraiment... Il s'exprimait en anglais, M. Ferrari? Français. En français? Ah oui. En français, oui. Ah, wow. Oui. Hey, écoute, ça donne des frissons. Fait que c'est des frissons pendant 2 heures. Oui.